directeur en direct aujourd'hui. Bonjour Romain Cornet. Bonjour Pierre. Vous recevez Gabriel Ringlet, messieurs, c'est à vous. Oui, bonjour Monsieur Ringlet, Bonjour théologien, prêtre, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, ancien vice-recteur de l'UCL bien sûr. Le successeur de Monseigneur Léonard sera connu tout à l'heure, annoncé officiellement tout à l'heure, mais il y a, on le sait depuis hier soir, beaucoup d'informations qui circulent. Des conférences de presse sont prévues à Rome et à Bruxelles en fin de matinée aujourd'hui, mais on parle de Joseph de Keyzel, l'actuel évêque de Bruges, qui aurait été préféré à ses collègues d'Anvers, Johan Boni, ou d'Orval, Lode van Eyck. C'était un peu le trio qui avait la cote. Comment est-ce qu'il se positionne, Joseph de Keyzel, par rapport à ces deux candidats et puis par rapport à l'Église de façon générale ? Je pense que c'est un homme très très modéré, c'est un homme, j'ose encore employer ce mot, très doux, très consensus, si vous voulez. Il a un relationnel absolument remarquable. C'est quelqu'un qui, me semble-t-il, est tout à fait dans la ligne du pape François. D'ailleurs, hier soir, apprenant que probablement il allait être désigné, j'ai appelé sa secrétaire privée, celle qu'il a accompagnée pendant de nombreuses années lorsqu'il était évêque de Bruxelles, et elle a eu cette phrase que je trouve remarquable: c'est un homme d'une sobriété heureuse. Alors je crois qu'il faut mettre les deux mots ensemble. Sobriété dans sa manière de vivre, sobriété aussi sur ses prises de position, mais il cherche quand même l'ouverture fortement. N'oublions pas, par exemple, que c'est lui qui a assisté aux funérailles du chanoine de Lockt, qui avait pris position sur des questions très délicates autour de l'avortement. Je pense que Monseigneur de Keyzel, c'est aussi quelqu'un qui, à plusieurs reprises, s'est exprimé publiquement en disant qu'il souhaitait qu'il puisse y avoir des prêtres mariés. C'est quelqu'un qui est très attentif aux périphéries de l'Église. Là encore, le pape François. Les gens qui sont très éloignés de l'Église institutionnelle, il y est fort attentif. Donc je pense que c'est quelqu'un qui pourrait peut-être apporter de la sérénité à l'Église de Belgique. En tout cas, une rupture par rapport à Monseigneur Léonard. Certainement. Et d'ailleurs, Monseigneur Léonard l'avait écarté lorsqu'il était évêque de Bruxelles pour le rendre évêque du Brabant flamand. Or, c'était un remarquable évêque de Bruxelles. Ça, on ne doit pas oublier. Il aime beaucoup Bruxelles. C'est quelqu'un aussi qui est un parfait bilingue et qui a une très bonne connaissance du monde francophone. Ça doit jouer aussi dans sa désignation, et qui est très attentif au monde pluriculturel. Il est très engagé sur ce plan-là, du côté de l'accueil des migrants, par exemple. Il est allé en Irak tout récemment. C'est un évêque qui sera, je crois, très attentif à ce que le pape appelle les périphéries. Un homme de terrain, quoi. C'est un homme de terrain, c'est un pasteur. Monseigneur Boni, qui était un très beau profil aussi, était peut-être plus théologien, plus quelqu'un qui était dans la doctrine, y compris dans la doctrine d'ouverture. Ici, nous sommes devant quelqu'un qui va aller vraiment au-devant de chacun, mais avec beaucoup de simplicité. Par exemple, auprès de son entourage, il disait « Ne m'appelez surtout pas Monseigneur ». C'est aussi très révélateur. C'est assez proche, effectivement, du profil du pape François, qui a soutenu des causes comme celle des réfugiés très fort. On a un engagement social aussi important. Je trouve que avoir un archevêque de Malines-Bruxelles qui donne clairement le ton du côté de l'engagement social, du côté d'une église qui devrait retrouver peut-être le sens d'une certaine pauvreté, d'un certain dépouillement, d'une église qui tient table ouverte, parce que le christianisme, finalement, c'est une amitié, c'est le partage du pain autour de la table. Avoir un primat de Belgique qui dit « voilà la ligne dans laquelle je souhaite l'avenir de mon église », c'est vraiment être dans la ligne, je pense, de ce que souhaite le pape François pour l'ensemble des évêchés du monde. Il est très révélateur que depuis presque 3 ans maintenant, le pape, là où il en a la possibilité, choisisse des évêques de ce profil-là, finalement. Plutôt réformiste, ce mot n'est pas trop fort. Non, le mot n'est pas fort, il est réformiste, certainement, mais dans l'ouverture et dans le consensus. Regardez ce qui vient de se passer au synode. Le pape, clairement, souhaite des évolutions. Il se trouve devant une église très divisée, et à la fois, il va jouer sa carte, le pape, et vouloir cette évolution, mais en respectant quand même des paroles différentes. Ce sera peut-être Monseigneur de Keyzel, il sait qu'il y a plusieurs regards dans sa propre église, je pense qu'il sait vers où il veut la conduire, mais qu'il sera quand même très attentif à des paroles qui pourraient être différentes. Alors quel est le pouvoir exactement d'un archevêque qui n'est pas un cardinal en termes de titre, c'est un peu différent, mais par rapport au pape François qui vraiment a donné, tout le monde en convient, même ceux qui ne sont pas du tout dans la ligne de l'Église,
une impulsion nouvelle à l'Église. Est-ce qu'on peut penser que pour l'Église de Belgique, un archevêque a le pouvoir de donner un tournant différent et un visage différent? Il a en tout cas un pouvoir symbolique, et ce que je souhaite de toutes mes forces, et c'est ce que fait encore une fois François à Rome, c'est une réconciliation avec la société civile. C'est indispensable. Moi, je n'imagine pas un primat de Belgique qui ne soit pas en dialogue avec tous les courants de notre pays, qui soit donc un peu décentré de sa propre Église. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, en interne, alors, j'ose espérer qu'il voudra cette Église ouverte, sobre, attentive à ceux qui sont le plus en difficulté, mais il ne va pas devoir beaucoup se battre pour cela. Je pense que la majorité des évêques belges actuels va dans ce sens-là et que ses confrères vont beaucoup se réjouir de sa nomination. Vous parlez de réconciliation parce qu'il y avait eu rupture? Je pense qu'il y avait eu rupture, une rupture très claire, très nette. J'ai toujours respecté Monseigneur Léonard dans sa différence. Et Monseigneur Léonard a toujours eu cette qualité de reconnaître qu'on peut avoir une parole différente de la sienne, mais par son style, il a provoqué une rupture, ça c'est très clair. Et je pense qu'ici, face à cette fracture, nous allons avoir un primat de Belgique qui veut absolument la réconciliation. Voilà, et qui est un proche du cardinal Danneels. C'est ce qu'on peut penser qu'on va retrouver un peu les lignes qu'avait l'Église du temps du cardinal Danneels? Vous avez tout à fait raison de dire que c'était un proche du cardinal Danneels. D'ailleurs, on pouvait attendre Monseigneur de Kessel il y a quelques années comme évêque de Gand, et Danneels a voulu qu'il soit évêque de Bruxelles pour être vraiment à ses côtés. Alors je crois qu'on est plutôt parti dans la ligne Danneels, effectivement, et que Danneels n'est peut-être pas pour rien d'ailleurs dans cette désignation. Il a été reçu à Rome à l'occasion du synode. On dirait que tous ces chemins sont en train de converger. Oui, justement, comment ça se passe, cette désignation? Comment est-ce que le pape choisit? J'imagine qu'il ne connaît pas tous les évêques personnellement. Non, le nonce joue un rôle important, la consultation des évêques de Belgique. Donc c'est le diplomate qui représente le Vatican à Bruxelles, Oui, bien sûr, et qui a été reçu par le pape et qui a pu faire ses commentaires, parce que le pape, et c'est normal, c'est un fameux engagement pour un pape de savoir qui il nomme comme collaborateur à travers le monde. Je pense que le pape était très très au courant, mais il y a quand même eu hésitation, sinon nous attendions à la désignation un petit peu plus tôt. Il a fallu sans doute en arriver à ce compromis, à ce consensus à travers Monseigneur de Kessel. Alors, un mot encore de l'affaire qui ébranle le Vatican ces jours-ci, des révélations, de nouvelles révélations dans 2 livres sur le train de vie de la curie romaine, avec même des fonds détournés. Il y a pas mal d'histoires assez étonnantes dans ces livres qui se reposent sur des témoignages qui semblent venir de l'intérieur. Alors certains parlent de tentatives de déstabilisation du pape François, qui n'aurait pas que des alliés au Vatican. Les auteurs du livre affirment plutôt que ceux qui les ont aidés dans leur travail sont des gens qui cherchent à aider le pape dans sa volonté de réformer cette curie romaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, je peux en tout cas confirmer que le pape n'a pas que des amis à l'intérieur de sa propre institution et que des tentatives de déstabilisation en lançant un certain nombre de bruits, certainement c'est le cas. Mais ici, je me demande si ça ne va pas servir François. Je crois que c'est encore plus grave ce qui s'est passé au Vatican et dont on a encore des suites maintenant. C'est encore plus grave peut-être que ce qu'on pouvait imaginer. François a été finalement élu pour rencontrer cela de plein fouet. Je crois que lui-même est surpris de voir jusqu'à quel point il y avait des vraies déviances à l'intérieur de sa propre maison et au sommet. Et donc, il est très très heureux que le pape ose empoigner tout cela. Et ces 2 livres qui sont très très bien documentés, qui sont avec des sources absolument solides, ces 2 livres qui mettent là tout à plat, je pense qu'au décompte final, ça fera du bien au pape François. Vous avez été surpris, vous, par ces révélations sur le train de vie, sur les excès de certains prélats? Oui, tout à fait surpris. Je n'osais même pas imaginer la moitié de ce qui nous a été révélé, soyons clairs. Donc il était grand temps qu'il y ait un fameux coup de balai de ce côté-là, c'est évident. Et là, vous pensez que le pape François a les moyens de donner ce coup de balai, ou bien c'est quand même compliqué comme mission? C'est extrêmement compliqué, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Il dit lui-même qu'il est rusé, il prend le temps d'observer, il est très très bien entouré, il a une garde rapprochée qui est fort solide, mais ce que je vais souhaiter, c'est qu'on lui laisse encore quelques années pour qu'il aille jusqu'au bout de ce travail de réforme qu'on lui a demandé, et je crois qu'il va avoir de plus en plus le consensus d'un certain nombre d'évêques de terrain
qui voulait absolument qu'on aille dans ce sens-là. Ce n'est plus possible de diriger l'Église mondiale à partir d'une administration qui se croyait tout permis, c'est-à-dire la curie. Aujourd'hui, vous pensez que les prélats au sein de la curie comprennent que les temps ont changé ? Ah, écoutez, je souhaite qu'ils le comprennent, et s'ils ne le comprennent pas, je pense que bientôt ils n'auront plus rien à faire là-bas. Merci beaucoup, Gabriel Ringlet, d'avoir été notre invité ce matin. Et vous restez avec nous, Gabriel Ringlet, puisque dans quelques instants, on vous offre le café. Il sera serré, c'est celui d'Alex Vizorek.